Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur mes travaux de stage de quatrième année, qui portait sur la modélisation de l'énergie des encodeurs vidéo. Désolé, j'arrive pas à changer de diapositive. Oups. Ok, bon. Dans la présentation, je vais au début une présentation du projet qui servira d'introduction. Et par la suite, je vais vous présenter les travaux réalisés et enfin les résultats obtenus. Bon, alors quel était le but du projet? C'était donc, comme je l'ai dit au début, modéliser l'énergie des codecs vidéo. Bon, pourquoi cela? En fait, tout simplement pour par la suite développer des modèles de prédiction de la consommation énergétique dans les codecs vidéo. Bon, après, aujourd'hui, on peut se demander, en fait, pourquoi encore, on peut encore poser une autre question, et pourquoi? En fait, c'était aussi dans l'idée de pousser les scientifiques à se poser des questions sur les codecs développés et voir aussi l'impact qu'ils peuvent apporter avec la situation de changement climatique aujourd'hui. Donc, pour retomber au dernier pourquoi, en fait, pourquoi aujourd'hui, comme je disais, avec la forte croissance du domaine en fait, des vidéos, des consommations vidéo sur Internet aujourd'hui, à plus de 80% du trafic Internet, du coup, c'est important de voir dans l'aspect énergétique associé au codec vidéo et comment est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental, notamment au niveau des émissions de carbone. Du coup, pour commencer, en fait, c'est quoi un codec? Codec vient, en fait, c'est codeur, décodeur en anglais ou codeur, décodeur en français. Du coup, en fait, un codec, c'est quoi? C'est un logiciel ou un programme matériel ou logiciel qui va permettre de compresser un flux de données numériques dans un fichier. Bon, dans notre cas ici, par exemple, pour le cas de la vidéo, nous avons un codeur vidéo et qui va en fait un codeur vidéo et un codeur audio. Donc, on va donc compresser un flux numérique d'entrée dans un format et puis dans la partie décodeur va prendre dans le flux compressé ou encodé pour le décoder pour qu'il puisse être euh, visualisé. Et du coup, l'idée d'encoder, c'est pour le stockage d'une part et aussi d'autre part pour la transmission. C'est un peu ce qui se passe sur Internet lorsqu'on regarde des flux vidéo. Si on n'encodait pas les vidéos, ça consommerait beaucoup d'espace pour les stocker, si on veut les stocker, et aussi pour les transmettre. Bon, dans le projet, nous avons utilisé quelques codecs, en fait trois groupes de codecs, les codecs images, tels que JPEG, JPEG 2000 OFP, les codecs vidéo, avec un HM et VTM, et d'autres codecs aussi basés AI. Bon, eux, on les appelle principalement des modèles, euh, tels que BMJ 2018 factorisé. Travaux réalisés. Mes travaux donc réalisés j'avais pour objectif ici donc de développer un programme pour le test de performance d'encodage. Bon, on verra plus tard ce qu'on entend par ces différentes performances-là, pour, qui devrait aussi modéliser la consommation énergétique et ensuite faire une comparaison des différents codecs présentés précédemment. Pour mon programme, le programme réalisé, je me suis appuyé principalement sur deux API. L'API Compress AI pour la mesure des performances d'encodage et l'API Code Carbone pour la modélisation énergétique et donc la mesure des émissions de CO2 associées. Bon, par performance d'encodage, on a le BPP, c'est-à-dire le nombre de bits par pixel qu'on obtient dans l'image compressée. Nous avons le PSNR qui est qui mesure le niveau de distorsion dans l'image encodée par rapport à l'image originale. Et nous avons la métrique MSSSIM qui va mesurer en fait, la similarité structurelle entre l'image encodée et l'image originale. Elle va de 0 à 1. Du coup, dans le programme, un peu, voici comment ça se présente. On va prendre une image qu'on va donc donner
en fait, là, comme je disais, j'ai utilisé l'API Compress AI. Du coup, on va prendre une image qu'on va donc passer, que je vais en passer par exemple dans le programme Compress AI là, principalement pour les codecs AI ici. Et du coup, à l'intérieur, donc, il va donc effectuer donc l'encodage et le décodage de l'image. Et du coup, il va donc nous ressortir les caractéristiques, les performances BPP, PSNL et MSM. Ce principe-ci, bon, là, je parle de compress AI pour les codecs AI, mais c'est le même principe aussi qui est utilisé pour les codecs vidéo et images. Et c'est aussi grâce à Compress AI que ces codecs-là ont pu être lancés parce que, comme je disais, ils permettent de mesurer les performances d'encodage. Pour le décodage, donc, pour le calcul d'énergie, j'ai utilisé l'API Code Carbone. Et du coup, qu'est-ce que va faire l'API? Elle va mesurer l'énergie et calculer les émissions. En fait, du coup, elle va prendre un programme en entrée et à partir donc, de ce programme-là, elle effectuera, bon, je pense que la diapo suivante, elle va me détailler, elle va effectuer des mesures d'énergie et sur ces mesures d'énergie, elle va faire donc, un calcul d'émissions pour nous retourner dans la durée de tout le processus de calcul de l'API. Elle va nous retourner l'énergie qui était consommée pour l'algorithme que nous avons donné en entrée et les émissions de CO2 associées. Du coup, dans le délai de calcul, donc, il faut savoir que sur quoi est-ce que sur quoi est-ce que cette API se base pour les calculs? Elle se base sur l'intensité carbone. L'intensité carbone, c'est en fait c'est la quantité de CO2 produit, en fait, de CO2 équivalent produit pour la consommation d'un kilowatt-heure d'électricité. Du coup, donc, cette intensité carbone, elle va varier selon les régions parce qu'elle dépend principalement du mixage énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui entre dans la composition de l'électricité d'une région. Par exemple, là, plus bas, nous avons pris le cas de la France avec euh, avec, euh, avec les composantes énergétiques comme en bas carbone, là, les unités sont en kilogrammes par kilowattheure. Et à côté, nous avons dans le pourcentage. Le pourcentage, c'est là, par exemple, pour le bas carbone, nous avons 47% 47% de l'électricité de France sur résultat des bas carbone. Pour le gaz naturel, nous avons 16% de pétrole, 34% et 3% pour le charbon. Du coup, dans l'API, en fait, dans le programme Code Carbone, ils ont pris comme référence pour savoir donc qu'est-ce qui est associé, quelle intensité carbone associée au bar carbone, par exemple, quelle intensité carbone associée au gaz naturel, quelle intensité carbone associée au pétrole, quelle intensité carbone associée au charbon. Donc, ils ont pris comme référence les valeurs obtenues aux États-Unis. Et du coup, dans ces valeurs-là, ils vont faire pour les bas carbone, nous avons 0, pour le gaz naturel, nous avons 0,04, avec 0,074, je vais dire, kg de CO2 équivalent par kilowattheure. Du coup, donc, si on veut faire le calcul avec la France, par carbone, nous avons 0. Gaz naturel, on va donc multiplier les 16% qui entrent dans la consommation et dans 16% de gaz naturel de la consommation énergétique de France par la valeur de référence qui est 0,74. On fera pareil 34% fois 0,81 et 3% pour le charbon fois 0,99 pour obtenir donc l'intensité carbone de la France qui est donc de 0,4266 kg de CO2 équivalent. C'est donc cette valeur-là qui sera donc multipliée par la puissance consommée au niveau donc, du programme, en fait, pour faire tourner le programme. Et à partir de là, on pourra donc faire un calcul d'émissions en faisant juste un produit intensité carbone multiplié par la puissance consommée lorsqu'on a fait tourner le programme de test. Pour les tests qui ont été réalisés, l'environnement utilisé, c'était, les tests sont réalisés sur une machine Ubuntu, donc c'est un système Linux, avec un processeur Intel à 3,70 GHz, un CPU NVIDIA pour lancer les tests des codecs AI
et le test de codec image aussi. Comme dataset, j'ai utilisé une dataset Kodak principalement et des tests aussi sont aussi ont été prévus pour être réalisés sur la dataset d'IF2K. Juste, je vais revenir un petit instant sur la mesure d'énergie que je n'ai pas abordé. La mesure d'énergie au niveau donc, du code carbone pour mesurer l'énergie selon le système utilisé, comme chez nous, nous sommes à Linux, ils vont lire le fichier RAPL, qui est un fichier qui va, qui va donner les consommations, les caractéristiques énergétiques les caractéristiques énergétiques du programme en cours. Et avec NVIDIA, ils vont juste utiliser la lib qui permet de le faire. En termes de résultats, donc, pour les différents codecs testés, on peut se rendre compte sur ces résultats si avec la métrique PSNR à gauche et MSIM à droite que VTM est le codec qui présente les meilleures performances en termes d'encodage et que JPEG est celui qui présente les performances les plus faibles, notamment en fait autant bien entre le rapport BPP et valeur PSNS, c'est-à-dire en fait, la qualité ou MSIM associée. Au niveau donc, des émissions, bon là j'ai mis les émissions et pas directement le temps d'exécution, mais c'est proportionnel. Pour les émissions carbone associées, on va se rendre compte que les codecs images et les codecs images, je ne sais pas si la souris se voit, les codecs images là à gauche et les codecs basés AI ont des émissions carbone, on va dire, relativement faibles comparé au codec vidéo, principalement comparé au codec VTM qui est qui est un peu plus complexe et du coup qui a une consommation un peu plus importante. Pour ce qui est donc de la complexité relative de ces différents codecs, on va voir que, et là, bon, ça se par rapport aussi avec autant par rapport à la durée d'encodage dans ce cas-ci, on va voir que les codecs basés, les codecs IA, par exemple, lancés avec un GPU, ce qui est représenté là avec une étoile, le GPU va augmenter va avoir des performances, va avoir un impact sur la rapidité sur la rapidité du programme d'encodage, mais pas forcément sur les performances obtenues. Par exemple, si on regarde avec le BMG 2018 factorisé en GPU et sans GPU, nous avons en BD-RAID, nous avons le même moins 50% par rapport à JPEG pris comme référence. Et juste, c'est la durée d'encodage qui va différer entre ces deux codecs. Et aussi, on peut voir là que VTM est un peu plus, la complexité en termes de temps, la plus importante. Au niveau du décodage, c'est à peu près les mêmes que précédemment, sauf que là, on va se rendre compte que JPEG a la complexité de décodage la plus importante cette fois-ci. Du coup, voilà, c'était tout pour la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que nous avons des questions? Alors moi, j'ai une question ou une remarque. Ça n'attend pas de réponse, mais est-ce que tu pourrais remettre la page sur le mix énergétique en France? Parce que j'ai été très surpris. Voilà, alors, celle d'après, de voir qu'on consommait 34% de pétrole pour faire de l'électricité. Je pense que les chiffres qui sont dans ce script sont pas bons pour la France. Parce que j'ai été voir sur Internet, déjà l'énergie nucléaire, c'est plus de 70%. Donc, normalement, je pense que ça rentre dans la partie bas carbone. Donc,
Et le pétrole représente 7%, je crois. Donc bon, ce qui serait bien, c'est de voir qui a fait ce script. En fait, là, ce sont les valeurs obtenues. Vu qu'on veut sur l'API code carbone, ce sont les valeurs qui sont présentées sur, en fait, les valeurs utilisées par code carbone pour le calcul des émissions dans le cas de la France. Ouais, mais je suis surpris qu'ils aient pris ces chiffres-là. C'est pour ça. Tu sais qui a développé Code Carbone? Non, je n'ai pas le nom, mais je pense peut-être plus tard après la présentation, je peux retrouver si je passe sur leur GitHub. Je crois qu'ils ont. En fait, il est développé par Joshua, le gars de IA, en fait. Celui qui est au Québec. D'accord. C'était en fait pour voir l'impact énergétique de l'apprentissage des modèles IA. D'accord. Je crois qu'ils ont une référence en fait européenne. Ils donnent en fait la référence. C'est pas eux qui donnent en fait ces chiffres. Ah oui, alors. Cette référence-là où ils vont chercher ces chiffres-là en fait. En fait, c'est peut-être plutôt les chiffres de l'Europe qu'on a là et pas les chiffres de la France. Normalement, c'est par pays. Par Oui, pays, parce que là, du coup, je vais regarder juste sur le code, je regarde dans la partie qui était associée à la France, parce que pour lancer, par exemple, cette API, il faut spécifier le pays dans lequel on se trouve. Et quand je dois regarder le fichier associé à la France, justement, c'est ces valeurs que j'ai obtenues. Et quand j'ai aussi analysé j'ai fait le calcul manuel de la consommation énergétique multiplié par cette valeur si j'obtenais le résultat qu'il donnait en ce qui concerne les émissions de CO2 équivalent. En fait, on doit vérifier la source de laquelle ils prennent ces chiffres-là. Ouais. Non, parce que moi, j'ai regardé rapidement plusieurs sources, dont celles qui sont fournies par EDF. Quoi. Et bon, j'ai toujours eu en tête le chiffre du nucléaire, parce que je sais pas, pour ceux qui sont un peu plus, qui sont pas trop jeunes, nos candidats à la présidentielle de 2007 étaient incapables de donner la part de nucléaire en France. Ils estimaient certains que c'était 25%, alors que c'est au moins 75%. Voilà. Donc je chiffre, je l'ai en tête. Et alors j'avais une deuxième question. Pourquoi il a été utilisé, alors VTM je comprends, mais et HM, est-ce qu'il n'aurait pas été bon d'utiliser aussi des encodeurs beaucoup plus efficaces d'un point de vue temps d'exécution, comme je sais pas, pour HEVC X265, et même pour VVC, il y a maintenant VVANC qui aurait pu être utilisé, et qui a, on va dire, des temps d'exécution qui sont plus réalistes, même si ça réduit un peu la qualité. Ils sont quand même beaucoup plus efficaces en termes de temps d'exécution. En fait, pour répondre à la question, avec VVANC, avec mon tuteur, on était parti dessus initialement, mais c'était plus compliqué. En fait, c'était compliqué d'obtenir des résultats, et aussi quand on voulait faire un benchmarking par rapport aux autres codecs, du coup, c'était compliqué de le lancer. Dans le programme, par rapport à la version, par rapport à la version, il fallait modifier certains éléments dans le code source. En fait, il faut télécharger le code source et modifier certains éléments pour pouvoir le lancer normalement sur le PC. On avait des soucis de version. C'est pourquoi on a utilisé Compress AI qui est. En fait, parce que ici, ce qu'a fait Windy, en fait, tout est image, c'est codage pour se comparer avec JPEG, etc. En fait, c'est un codage 444. Et le profil 444 dans VVC, il n'est pas encore finalisé. Du coup, il n'est pas encore supporté par le VVDEC. Mais dès que VVAnc en fait, supporte le profil 444, on peut intégrer dans cette lib et faire une comparaison en fait, qui est une comparaison qui est juste avec les codecs d'image et codecs IA. Mais X265, ouais, on peut l'utiliser, je pense qu'il supporte le profil 444. Mais c'était la raison principale qui nous a conduit vers le VTM. Et puis après, quand on a pris le VTM, on s'est dit on va se comparer avec des codecs de la même catégorie, HM et AV1. Sinon, on peut ajouter X265, mais il sera plus rapide, peut-être un peu moins bon en B direct.
Enfin, c'est pas forcément une question, mais sur quelque chose qui pourrait être intéressant à faire pour la suite, pour l'empreinte carbone, c'est qu'il y a des comparaisons avec des systèmes qui consomment plus ou moins, mais qui ont aussi derrière une compression plus ou moins grande. Ça pourrait être intéressant de faire le coût carbone complet avec une transmission sur un réseau ou éventuellement un stockage, parce que peut-être qu'un encodeur qui consomme 10 fois plus d'énergie, s'il la consomme qu'une seule fois, après, il peut rentabiliser cet encodage sur un grand nombre de transmissions. Et je ne sais pas s'il y a il y a probablement des points d'équilibre à partir duquel ça vaut la peine d'utiliser un encodeur extrêmement coûteux pour aller gagner plus. Ça pourrait être intéressant à étudier dans ce cadre-là, sur toutes les questions énergétiques. Ça permettrait de faire un équivalent sur l'ensemble, y compris la transmission réseau. D'accord. Ouais, je pense qu'à terme, faire une étude complète, ça serait vraiment pas mal. Là, en fait, on le fait juste sur encodeur, décodeur, et surtout, on voulait voir sur les codecs IA, quelle est leur complexité par rapport aux codecs classiques. Et ça n'a jamais été vraiment utilisé de cette façon-là, en regardant l'énergie. Et après, considérer le tout, je pense que ça peut être bien comme... Il y a Innover, normalement, qui va continuer sur ce sujet-là, pour prendre l'aspect transport, sachant que le décodeur, là, c'est beaucoup moins complexe que l'encodeur, mais sachant que c'est des millions et des milliards de décodeurs qui s'exécutent, du coup, considérer cette proportionnalité, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est une très bonne idée. Mais après, par contre, c'est vrai que il faut bien prendre en compte tout ce qu'il y a dans la chaîne de transmission. Et donc, c'est pas toujours évident de bien connaître. Il faut aussi se rapprocher des gens qui font les aspects transport. Mais j'avais commencé à regarder ça et il y a par exemple l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms en France, qui a fourni un certain nombre de chiffres. Et par exemple, qui va comparer si on regarde une vidéo avec de la fibre optique ou avec la 5G, il donne un peu des informations sur la consommation d'énergie. Excellent. Mais c'est vraiment cet aspect considéré des codecs IA qui est vraiment, en fait, qui est vraiment nouvelle ici. Et ça permet de donner une idée que ces codecs, ils sont complexes, mais pas si complexes que ça par rapport à la complexité qu'on connaît déjà, en fait. Et surtout, en termes de codage, ils sont très efficaces, aussi bien que le VTM, on l'a vu pour l'image. Et l'étendre pour la vidéo, ça peut être intéressant. Ok. C'était beaucoup de travail pour... Vas-y, pardon, Maxime. Voici. Non, je disais que c'était beaucoup de travail pour Wendy, en fait, parce qu'à chaque fois, en fait, il fallait relancer plusieurs fois pour avoir de la cohérence sur les données, parce que c'est très sensible, en fait, à beaucoup de choses sur le processeur, etc. Donc, pour avoir des chiffres comme ça qui sont assez précis, c'était vraiment... il fallait maîtriser tout le framework et être sûr de tous ces chiffres-là pour pouvoir les publier après.